À propos du crime organisé et de la façon dont il opère, c'est qu'il se présente comme le miroir d'un monde légitime. Il semble que seule une fine ligne sépare les affaires légales des affaires illégales. Après avoir regardé son entreprise prospérer pendant 30 ans, la mafia américaine, au début des années 60, eut à affronter un problème qui se pose à bien des affaires légales. Le besoin pressant d'étendre ses marchés de façon à assurer sa survie économique. En fait, on pourrait dire que la mafia fut l'une des premières entreprises américaines à devenir multinationale, une tendance qui a rassemblé des groupes criminels des quatre coins du monde. Alors que les années 50 touchaient à leur fin, la mafia commença pour la première fois à sentir dans son dos le souffle des forces de l'ordre. La loi du silence commençait à céder et petit à petit, le législateur américain ainsi que le public américain commencèrent à lever le masque qui avait longtemps caché la mafia à leur regard. Avec l'élection de John Fitzgerald Kennedy à la présidence et celle de son frère Robert comme procureur général, le vent du changement commença à balayer l'Amérique. Sous le regard de plus en plus appuyé du public et sous la nécessité économique grandissante de trouver de nouveaux consommateurs pour des activités criminelles, la chasse était ouverte pour trouver de nouveaux territoires. Cette précarité au pays s'ajouta à la perte de marchés criminels lucratifs dans la toute proche Cuba, après que la révolution de gauche menée par Fidel Castro eut contraint les chefs mafieux à penser au-delà des frontières de l'Amérique. Ils tournèrent donc leur regard au-delà de l'Atlantique, vers la verte campagne d'Angleterre, un pays qui semblait naïf suivant les standards américains et mûr pour la cueillette. Meyer Lansky, le cerveau financier de la mafia, fut l'initiateur du mouvement de la mafia consistant à s'établir ailleurs. L'un des représentants les plus fidèles de Lansky, Dino Cellini, qui avait été banni des Bahamas, fut envoyé en Angleterre. À Londres, Cellini géra une école de croupiers, engrangeant les profits générés par le boom qui avait suivi la légalisation du jeu. Au même moment, la star hollywoodienne d'un jour, George Raft, qui avait eu de longues relations mafieuses, s'installa également en Angleterre pour diriger le Colony Club et jouer le rôle d'ambassadeur pour la mafia. Les Américains avaient beaucoup à offrir à leurs cousins anglais de l'autre côté de l'Atlantique, surtout quand il fut question d'exploiter le jeu qui venait d'être légalisé en Angleterre. Mais les autorités britanniques ne voyaient pas les choses du même œil et ne leur souhaitaient pas la bienvenue. Après une certaine lenteur initiale dans la réaction, les autorités décidèrent au milieu des années 60 d'expulser Dino Cellini et George Raft. L'hôtel Dorchester dans le centre de Londres fut le théâtre d'une convention internationale du crime en 1966. C'était une réunion des rois de la pègre destinée à définir les différentes parts du gâteau européen et britannique. Mais la réunion eut un inconvénient, menant en fin de compte à l'expulsion de membres de la mafia qui opéraient depuis des années en Angleterre sans avoir été inquiétés. La réunion de l'hôtel Dorchester avait rassemblé des représentants des mafias américaines et françaises, les chefs des firmes criminelles britanniques et des représentants de la corporation de Bali qui gérait des machines à poker à la fois en Amérique et en Angleterre. Messieurs, premièrement, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos collègues de France et d'Allemagne, aux membres de nos firmes locales et au CREI. Et une bienvenue très spéciale à nos amis d'outre-Atlantique, la Cosa Nostra. Bon, messieurs, nous savons tous pourquoi nous sommes là. Donc, pour éviter toute querelle et mauvais sentiments, nous sommes tous venus autour d'une table, comme des hommes civilisés, pour voir qui aura quoi. Et croyez-moi, il y a beaucoup à se partager. Le but était de définir comment chacun pourrait exploiter au mieux le jeu devenu récemment légal en Angleterre et comment le crime organisé pouvait prendre le contrôle du jeu en Espagne. Mais les chefs mafieux ne savaient pas qu'il y avait un espion parmi eux. L'avocat américain Herbert Hitkin avait infiltré la mafia plusieurs années auparavant et faisait régulièrement son rapport au FBI. Les informations rassemblées par Herbert Hitkin à la convention du crime de l'hôtel Dorchester persuadèrent le gouvernement britannique d'expulser le mafieux Dino Cellini et l'acteur américain George Raft.
Leur départ forcé convainc les Britanniques que la menace américaine avait été évitée. La mafia n'avait pas pris pied sur le sol britannique. Le crime organisé, cependant, n'était pas mort. Les gangs britanniques marchèrent simplement sur les traces de la mafia, réclamant diverses branches du crime et de la corruption pour eux-mêmes. Au début des années 60, la Grande-Bretagne sortait à peine du conservatisme qui avait suivi la Seconde Guerre mondiale. C'était les Swinging 60s, une époque de sexe, de drogue et de rock'n'roll. Faisant la loi dans le paysage net et vert, deux hommes que le monde souterrain britannique ainsi que le public appelaient les jumeaux terribles. Ronald et Reginald Kray. Les Kray contrôlaient la moitié du crime à Londres et le gang Richardson le reste. Ronnie et Reggie Kray étaient véritablement l'archétype des criminels qui avaient grandi dans une Londres d'après-guerre, durs, confiants et pleins de ressources, capables d'exploiter la faiblesse humaine. À l'époque, Larry Pope était une jeune recrue dans les services de police. Aujourd'hui, à la retraite, il se souvient de l'impact que les Kray eurent sur Londres et sur les officiers de police comme lui-même. Le crime organisé du Royaume-Uni dans les années 70, son visage était celui du genre de crime commis par les jumeaux Kray. Ce n'était pas spécialement la violence. L'un des crimes les plus violents que nous ayons eu dans les années 60 et 70 était le braquage de banque. Il y avait d'autres gangs à l'époque dont les noms ont émergé. Les Richardson sont assez célèbres. Il y en a d'autres, les frères Tip, Scrap Metal Yard, et il y en avait plusieurs qui prenaient leur essor et des choses se produisaient. Et soit ils étaient neutralisés par la police, soit ils l'étaient par un quelconque problème interne. Professeur de sociologie à l'université de Durham en Angleterre, Dick Hobbs, qui a procédé à une étude minutieuse des gangsters britanniques, dit que les jumeaux Kray étaient très influencés par les films de gangsters américains des années 1930. En bien des cas, ce dont on doit se rappeler au sujet des jumeaux Kray est qu'ils opéraient dans l'ombre de la mafia. Ils aimaient la mafia, ils s'habillaient comme des gangsters de Chicago. Parfois, ils parlaient même comme les gangsters de Chicago. Ils conduisaient des voitures américaines. Le modèle du gangster américain était un type idéal à copier pour les gens comme les jumeaux Kray. Et de bien des façons, si vous les considérez aujourd'hui, ça les rend extrêmement ridicules. Donc je pense que l'influence de la mafia américaine sur le crime britannique s'est surtout fait en termes d'imagerie plutôt qu'en termes de structure. Dick Hobbs, qui est l'auteur d'un livre intitulé Bad Business, qui examine les criminels anglais et leurs affaires, pense que la mafia américaine n'a jamais voulu contrôler directement le crime organisé au Royaume-Uni. Le crime organisé américain a toujours eu une présence en Angleterre, et certainement avait-il, dans les années 60, une présence en Europe. Enfin, à Londres plutôt en ce qui concerne le jeu. Et ils ont été accueillis par les gangsters locaux parce qu'ils amenaient avec eux beaucoup de fringues. Ils amenaient avec eux de l'argent, ils amenaient aussi cette touche glamour que les Britanniques n'avaient pas à cette époque. Par exemple, au Colony Club dans le West End à Londres, George Raft, la star de film qui avait des relations avec la mafia américaine, était pratiquement résident là. Beaucoup de l'argent de la mafia est passé à travers le Colony Club. Et je pense que c'était une introduction à la direction que le crime organisé mondial prendrait dans le futur. Vous pouvez avoir une présence commerciale, et des collaborations formelles, mais surtout informelles, peuvent être mises sur pied avec les gangsters locaux. Même si la mafia avait voulu le contrôle total de l'économie souterraine en Angleterre, il est peu probable qu'elle eût jamais pu atteindre ce but, selon le journaliste d'investigation et écrivain spécialiste du crime organisé, Bob Bottom. Ça résume très bien une sorte de syndrome qui est particulier au Royaume-Uni et qui veut que le Royaume-Uni, en tant qu'ancienne puissance impérialiste, ait pu envoyer des gens partout dans le monde.
Mais ils n'apprécient pas particulièrement d'avoir à essayer la mode de la mafia américaine, ou vous savez, australienne, ou peu importe comment ils l'appellent. Vous voyez, les gangsters qui viennent s'installer et ça déstructure le type de groupe organisé. Pour comprendre le fonctionnement du crime organisé britannique, il faut remonter au quartier des Docks de Londres avant la Seconde Guerre mondiale, quand un homme du nom improbable de Billy Hill était la grande figure du crime organisé. Billy Hill fut peut-être le meilleur criminel que l'Angleterre ait jamais connu, maintenant son emprise sur les tripots illégaux et les discothèques de Londres en devançant les rivaux éventuels et, quand c'était nécessaire, en usant de son impressionnante carrure pour installer la peur. Hill, qui mourut millionnaire à l'âge de 73 ans, fut un modèle pour toute une génération de gangsters, y compris Ronnie et Regis Kray. Des années plus tard, dans le livre intitulé « Les bandits que nous avons connus », Regis Kray écrivait que lorsqu'il avait 20 ans, l'homme qu'il voulait imiter était le chef du monde souterrain de Londres, Billy Hill. Billy Hill fut probablement ce qui ressemblait le plus à un parrain du crime en Angleterre. Il était très intelligent, impliqué dans le cambriolage, impliqué dans le recel, dans la boisson illégale et même impliqué dans le jeu. Et il a appris ce business du jeu aux jumeaux Kray. Et soudainement, au début des années 60, avec la loi qui légalisait le jeu, ces types qui avaient la science du jeu purent devenir légaux ou semi-légaux. Et les Kray purent acquérir très vite cette réputation de gérants de clubs de jeu, mais ne purent jamais abandonner l'illégalité. L'illégalité, la vie d'un gangster, est très séduisante à leurs yeux. Et certainement que pour les Kray, elle était bien trop séduisante pour se ranger des affaires louches. Dans les années 60, l'influence des jumeaux Kray s'étendit rapidement. Ronnie Kray était l'homme public, souvent photographié dans les boîtes de nuit avec des entraîneuses et des danseuses aux longues jambes. Mais ce n'était qu'une façade. Ronnie Kray était homosexuel. Ronnie et Regis Kray avaient une affection normale pour leur mère Violette, une femme joviale au caractère trempé qui avait élevé ses enfants presque seule, avec l'aide de son fils aîné, Charlie. En dehors de leur mère, les jumeaux avaient une autre passion qu'ils partageaient avec Charlie, la boxe. Les jumeaux se montrèrent prometteurs et à 17 ans semblaient destinés à une carrière de boxeur professionnel. Mais ils furent appelés pour leur service militaire et l'armée refusa de laisser les jumeaux travailler en tant qu'instructeurs sportifs. La paire passa la plupart des 2 années suivantes soit au trou, soit en cavale. Ils se dirigeaient maintenant vers une vie de crime. Libérés de l'armée, les Kray reprirent un club de snooker qui n'avait pas seulement des difficultés financières, mais également des patrons qui se disputaient en permanence. En quelques mois, les Kray retournèrent la situation. L'ascension dans le monde souterrain de Londres avait commencé. Vers 1954, la conduite de Ronnie commença à devenir étrange. Il souffrait de schizophrénie paranoïde, quelque chose qui ajoutait à la réputation de vaillance des Kray. Un traitement fut prescrit à Ronnie qu'il prendrait jusqu'à la fin de ses jours. En dépit de sa maladie mentale, la firme Kray continua à prospérer. Ils prirent possession de discothèques et de salons de jeu, principalement grâce aux efforts plus sains et sérieux de